Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau parcours, un nouveau profil et j'ai avec moi aujourd'hui Philippe qui a vécu 27 ans de sa vie à l'étranger au Canada, un pays qui est très représenté dans ce podcast. Mais on va aborder une nouvelle thématique avec Philippe. Je vous en dis pas plus maintenant. Il faudra rester avec nous un petit peu plus longtemps pour découvrir le sujet du jour. Et donc, Philippe, t'es rentré en France il y a à peu près 6 mois. Mmh mh. D'habitude, on fait des épisodes un petit peu plus loin après être rentré, mais peu importe, ça donnera une autre perspective. Et en tout cas, moi, j'ai hâte que tu puisses nous en dire plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu voudrais te présenter de la façon dont tu le souhaites pour que la communauté, elle puisse en découvrir un petit peu plus sur toi? Oui, écoute, merci Magali de l'opportunité là du partage. Philippe, comment je me définirais? Moi, un hybride, hein, puisque j'ai vécu effectivement 27 ans à Montréal et puis, 27 ans en France, que je suis vraiment, 50-50 là, avec, un sentiment pendant 27 ans d'être, et même moi un petit peu le sentiment au retour d'être un petit peu un étranger dans mon pays. Puisque au Québec, j'étais le Français et là, je reviens en France et ben, je suis le Canadien. Ouais. Alors pour les Français, c'est drôle la vision qu'ils ont parce que c'est pas je suis pas le Québécois, je suis le Canadien, c'est pas pareil. Wow. Et un petit peu voilà, un hybride, entre les 2 pays là. Donc je suis parti, effectivement, à l'âge de 28 ans. Je suis originaire de Lyon, à l'origine et dans le fond, j'ai tenté l'aventure à 28 ans. Je suis parti, à Montréal à l'époque, j'avais 2 nuits d'hôtel de réservées puis pas de travail. J'avais un horizon de 48 heures et je suis resté 27 ans. Trop bien. Merci pour ces premiers mots. Est-ce qu'on peut-être on peut ajouter que tu es papa? Oui, absolument, ouais, je suis papa, j'ai un grand garçon de 24 ans et une fille de 11 ans. Merci. Hem, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce fameux, retour en France, j'aime bien qu'on comprenne un petit peu les personnes, comment elles arrivent dans ce pays d'accueil et qu'est-ce qui se passe pendant ces 27 ans de vie à l'étranger. Donc tu nous as donné déjà quelques mots sur comment tu te retrouves à Mmh. partir, au Canada. Peut-être dis-nous un petit peu, même si j'imagine qu'il y avait pas une préparation, hyper ficelée par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'était quoi le déclencheur à 28 ans de te dire: «OK, je vais au Canada»? Ouais. Ouais. Alors, bah, c'était, je pense, la routine à l'époque. J'avais avec mon ex-conjointe, on avait tous les 2 un boulot à Lyon, ça roulait bien, on était bien partis. Mais simplement l'envie de découvrir ailleurs. Et puis en fait, le déclencheur, ça a été, les sessions d'information du gouvernement du Québec. Je pense qu'ils en font encore et on avait été voilà, voir une session, voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc ça nous avait titillé un petit peu, puis on est parti en vacances, au Québec pendant 3 semaines pour voir un petit peu, tu sais, tester un petit peu c'est quoi la vie là-bas, c'est quoi le marché de l'emploi, comment sont les gens et cetera. Puis ça a confirmé un petit peu notre envie. Bon, bah, à l'époque, hein, là, c'était en 98, hein, c'était une autre époque là, donc il y avait pas tous les Ouais, PVT, les choses comme ouais. ça, donc on a dû faire notre résidence permanente avant de partir. Donc on est arrivé sur le territoire avec notre résidence permanente. Et comme on s'était un petit peu renseigné sur le marché de l'emploi, on savait que c'était prospère à l'époque. On y est allé en se disant: «Ben, OK, je repars de 0. S'il faut, bah, je travaillerai au McDo, et puis voilà, on va le tenter». Et puis, en fait, il s'est avéré que à la fois mon ex-conjointe et moi, on a transféré nos domaines d'emploi, facilement. Écoute, moi, je me souviens à l'époque,
J'ai passé 6 entretiens, puis j'ai eu 3 propositions, donc il a fallu que je choisisse. Donc, je te dirais en un mois, c'était fait là. Donc, c'est sûr que c'était une situation économique qui était Ouais. différente là, le pays a avec un besoin différent qu'aujourd'hui là. Donc, je te dirais ça a été très, 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 très facile. Puis l'évolution professionnelle, elle s'est faite, je te dirais naturellement. Un recentrage de carrière après la naissance de mon fils. Au début, je travaillais dans le service à la Mmh. clientèle, commerce, donc je Mmh. travaillais beaucoup, beaucoup. Donc je voulais avoir un équilibre vie famille un peu plus intéressant et j'ai eu la chance d'intégrer, une grande institution bancaire, dans laquelle j'ai fait une carrière de 22 ans. Donc, ça a été très, très intéressant et je pense que j'ai eu un développement de carrière que je n'aurais pas eu en France, puisque je n'avais pas nécessairement les diplômes, nécessaires pour, ce type d'emploi. En fait, la mentalité nord-américaine de te dire: «Bah, si j'ai envie, j'essaye, si ça marche, tant mieux et on te laisse la chance», bah, c'est pas juste une légende, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que tu restes 27 ans? Donc il y a quand même une belle carrière au niveau pro où tu peux avoir Mmh. accès un petit peu, dans un marché d'emploi qui est assez dynamique, à des opportunités que tu saisis. Mais plus largement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces 27 années de vie, au Canada? Je te dirais, si je devais chercher un mot, ça serait facile, Mmh. apaisant. La vie n'est pas compliquée. Je me souviens quand j'étais en France, je commençais à me questionner pour acheter une propriété. Je trouvais ça compliqué. Au Québec, 2 ans après, être arrivé, j'ai acheté mon premier condo, 1er appartement. Puis j'ai revendu, réacheté 4 fois donc facile, l'environnement évidemment, société, on est dans une société de Mmh. bienveillance, heu, où on n'a pas d'insécurité, pas de donc je te dirais ça coulait de source. L'évolution s'est faite, acheter une maison, avoir un enfant, et puis le fait de pouvoir, progresser Mmh. professionnellement aussi. Donc je te dirais, ouais, c'est ça, une facilité là, c'est un fleuve qui coule tranquille. Est-ce que tu avais l'habitude de rentrer en France régulièrement ou pas trop? Alors, hem, au début, oui, heu, c'est sûr que dans la première année, c'est un peu le Mmh. cliché, hein. Dans la première année, c'est tous les copains qui viennent là, qui viennent nous voir. Ensuite, les 2 peut-être 2-3 années suivantes, oui, la volonté de revoir la famille, et cetera, et cetera. Mais je pense qu'avec le temps, ça passe. Moi, en 27 ans, là, je suis resté, peut-être des fois 5-6 ans sans rentrer. Mmh. Parce que bon, pas nécessairement trop de Mmh. congés, donc si tu passes tes congés à Ouais. revenir, tu as Mmh. un sentiment de dire: «Oui, je suis en vacances, mais quand même, j'ai cette obligation de revoir les autres, puis de m'empêcher de découvrir autre chose un peu». Donc j'ai passé de nombreuses années, effectivement à consacrer mes projets de vacances à découvrir un petit peu plus l'Amérique du Nord. Et ça te manquait pas de pas être en lien avec la France, de pas avoir ses proches? Enfin, il y avait pas de ce besoin-là? Pas nécessairement, non. C'est sûr que après je te dirais le on en Mmh. reparlera peut-être un peu plus tard, mais après le covid, là, Mmh. j'ai senti une bascule, là. Ouais. Mais avant ça, non, pas nécessairement, comme je te dis, la famille proche venait régulièrement, et même après la naissance de mon fils, parce que mon fils est né, 4 ans après que je sois arrivé au Québec. On avait quand même l'opportunité de voir les grands-parents Mmh. voyager, venir nous voir. Donc non, il n'y avait pas nécessairement de manque. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout de 27 ans, c'est quoi le déclencheur et peut-être l'envie et le fait de se dire: «Bah, en fait, là, j'ai ce besoin», alors que je l'ai pas eu avant Ouais, finalement? ouais. Alors, c'est sûr que moi j'avais en ligne de mire une retraite, en France. C'était un petit peu, l'objectif. J'avais pas nécessairement envie de passer de la retraite avec des longs hivers, parce que bon, voilà, c'est pas une légende là. Il fait froid longtemps. Donc l'objectif initial, c'était ça. Et je te dirais que la période Covid, post-Covid, j'ai, senti, Montréal changer. Un coût de la vie qui a changé. J'ai passé plus de 20 ans où même en n'ayant pas nécessairement des gros salaires, on avait un niveau de vie qui nous permettait, par exemple, de partir en vacances 2 Mmh. fois par année, des choses comme ça. Et le niveau de vie a changé, tu sais, Covid, post-Covid, j'étais avec, ma conjointe, puis on avait deux bonnes positions dans une institution bancaire et puis on devait faire attention à ce qu'on dépensait. Mmh. Donc, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui marche pas».
Effectivement, le fait de nous priver de voyager pendant le covid, ça nous a donné l'envie effectivement de retourner, de revivre, revivre effectivement un petit peu de l'art de vivre à la française. Donc c'est là, à partir de ces années-là, que j'ai commencé à revenir régulièrement, chaque vacances et même des fois, une deuxième fois dans l'année, pour voir les proches, une envie de une envie ouais, c'est ça, d'un art de vivre à la française. Puis, en faisant le bilan, tu sais, après 25 ans, je me rendais compte que, puis c'est pas une critique, mais 99% de mon entourage, c'était un entourage européen. Mmh. Parce que les codes, parce que la culture, parce que voilà, les références sont les mêmes. Donc, en fait, post-Covid, Montréal n'était plus l'Eldorado que j'avais vécu avant. Une petite déception là-dessus, puis l'envie de revenir. Et donc petit à petit, là, ça a C'est germé. intéressant ce que tu partages parce que tu sais, des fois, par exemple sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui disent: «Mais moi jamais de la vie je rentrerai». Genre c'est un sujet Mmh, vraiment, quand on parle mmh, du retour en France, c'est limite, faut pas en parler. Enfin, quand on vit à l'étranger, jamais en fait on aura ce besoin et cette envie de rentrer et en fait, c'est intéressant de voir que toi, tu rentrais pas et tu avais pas ce besoin jusqu'au moment où le besoin apparaît et en fait, tu rentres plus et tu reconnais aussi ce besoin et tu passes à mmh, l'action de rentrer même après autant d'années et peut-être avant sans mmh, y avoir pensé vraiment. Donc comme quoi ça peut, nos besoins, je le dis souvent, mais nos besoins, nos envies évoluent avec le temps et que ce soit du pro, que ce soit des projets perso. Voilà, en tout cas le retour en France, ça peut, il peut se présenter, peu importe la raison, à un moment donné. OK, trop bien par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu te rends compte que en fait tu as envie de rentrer? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu fais face à à ce besoin, enfin, que tu fais face à ce besoin et qu'est-ce que tu mets en place après? C'est sûr que donc on était 2 2 à la maison avec, notre fille. Mon fils est un peu plus grand, donc lui a déjà son indépendance. Il vit tout seul, il a 24 ans. Ça a été de partager ça avec, ma conjointe, qui était avec moi à Montréal. C'était un peu curieux parce qu'au début, je n'osais pas trop en parler, parce que effectivement, un petit peu, oui, comme tu dis, cette légende de dire, bah, on est des expatriés, on reste des expatriés. Une particularité de statut d'être, étranger et puis de revenir en France et dire: «Oui, j'habite à l'étranger» et Mmh. cetera. Donc il y a un petit statut que tu effectivement, inconscient que tu perds. Mais au début, je n'osais pas trop en parler parce que, j'avais pour, perception que ma conjointe était plus intéressée à rentrer et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. On a eu des discussions ensemble et l'envie était plus proche de mon côté que du sien. Une situation personnelle Mmh. qui a fait qu'on a pris des Mmh. chemins différents. Et puis dans les étapes, bah, ça a été que commencer à en parler aux amis en France, à mon réseau. Moi, j'ai gardé un petit réseau Mmh. quand même après 27 ans. Donc d'en parler aux amis en France, au Québec, de venir voir aussi un petit peu comment ça se passe. Hem, c'est sûr que, tu sais, j'avais quand même, quelques appréhensions. La démarche, je l'ai fait à 55 ans. C'est un 2e Mmh. déracinement Mmh. après 27 ans, et puis c'est un risque professionnel. Je pense que s'il y a des gens qui sont dans la même situation, on comprendra un petit peu que on prend le risque. Puis beaucoup de questions que est-ce que je vais m'adapter au monde du travail en France? Est-ce que c'est parce que j'avais plus les codes, hein, après 27 ans? Et puis j'avais, parfois des amis qui me peignaient une ambiance de travail en France Mmh. exécrable, Mmh. où Mmh. c'est horrible, ça. Donc j'avais un portrait, assez assez noir de la chose. Donc j'ai dit: «Je vais quand même me faire ma propre Mmh. opinion». Voilà, donc c'est un peu, c'est un peu ça et puis évidemment, bah, évidemment, j'ai eu l'opportunité de te rencontrer et sans toi, c'est clair qu'il y a rien qui aurait pu se passer. Très sincèrement, je veux te remercier pour ton accompagnement parce que ça a été la clé, hein. Moi, le je n'aurais pas fait le mouvement, j'aurais pas fait le saut sans trouver un travail. C'était la clé et puis grâce au travail qu'on a fait ensemble, voilà, j'ai trouvé un emploi et puis c'est ça qui a été le déclencheur là. Donc l'emploi est là, bon ben go, on y va.
J'aime bien quand tu dis: «J'avais besoin et j'avais envie de me faire ma propre opinion». Super important parce qu'en fait, c'est vrai que nous, en vivant à l'étranger, on entend, voilà, les Mmh mh. médias, on entend sa famille, ses amis qui disent des choses sur la France. Sauf que en fait, c'est leur perception à eux, avec eux, Mmh leur mh. prisme de gens qui ne sont pas partis Mmh mh. et cetera et cetera. Donc c'est bien et je trouve que c'est cool que toi, tu l'aies fait, même en ayant peut-être des discours qui sont un peu négatifs, mais tu pourras nous en dire plus un petit peu a après, je pense qu'on va rentrer dans le détail, mais aujourd'hui ça se passe bien, tu es plutôt content et cetera donc se faire sa propre opinion et suivre ses besoins et son Mmh mh. intuition à soi, je pense que Mmh mh. c'est le plus important, parce que voilà, la vie des autres, c'est pas toujours, voilà le ce qu'il faut prendre en compte absolument, quoi. Ouais, tout à Et fait. derrière ça, je crois que c'est quelque chose que je dis souvent, mais en fait, on est acteur de son projet de retour en France et on va venir créer ce qu'on a envie. On va venir mettre, dans sa recette de sa journée idéale, de son mois idéal, de son travail idéal, de son logement idéal, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de l'énergie, de la motivation et cetera. Donc en fait, c'est un grand changement parce qu'on peut venir tout remettre à zéro et tout recommencer. C'est ça qui fait peur, c'est que c'est un grand changement sur plein d'aspects en même temps et c'est ça qui est dur et qui peut être challengeant, qui peut être bouleversant et tout. Mais c'est vrai qu'avec la préparation qu'on met en place, on essaye justement d'échelonner un petit peu tous ces sujets en prenant chaque sujet un à un pour justement, essayer de fluidifier un petit peu, heu, la partie émotionnelle, la partie professionnelle, la partie logistique et cetera pour pas, voilà, tout vivre vraiment à, Ouais. au même moment. Est-ce que tu te souviens, quand tu es arrivée en France, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as fait face à cer des illusions, certains chocs, certaines craintes? Alors des craintes, bah, comme je te disais, professionnellement, je me suis dit: «Bon, bah, comment ça va être le l'ambiance? Comment ça va être, est-ce que je vais être, est-ce que je vais être encore adapté?» Parce que faut pas négliger le changement effectivement bah, de culture professionnelle, d'interaction, et tout simplement le vocabulaire. Et c'est ce que j'expliquais à mes collègues, ici, c'est que je dis: «Des fois, quand vous parlez, j'ai besoin d'un 2-3 secondes Mmh. pour traduire dans ma tête et comprendre ce que vous me dites». Même si on parle la même langue, des fois les mots sont pas les mêmes. Donc il y a une petite Et gymnastique. qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu dis ça à tes collègues? Ils ont du mal à le comprendre parce que, évidemment, eux ont vécu dans leur environnement et qui pour eux est la norme. Mais c'est très difficile de faire comprendre ce décalage-là et parce que oui, j'ai vécu 27 ans à l'étranger, donc j'ai emmagasiné un bagage, j'ai emmagasiné autre chose, mais eux ne le voient pas. Moi, je le sais, mais eux ne le voient pas. Donc, c'est assez, je te dirais que c'est un challenge mais c'est à moi de m'adapter. Je veux dire, dans tout changement, Mmh. c'est moi qui ai pris la Mmh. décision et c'est moi qui décide de changer d'environnement. C'est pas à l'environnement de Mmh. s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à l'environnement, là. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que tu arrives à le verbaliser, à le formaliser parce qu'en effet, si tu leur dis pas: «Ouh là, en fait, le temps que moi je traduise», bah, en fait, ils peuvent pas se rendre Mmh. compte qu'en effet, tu as pas Mmh mh. toutes les informations ou qu'en tout cas, voilà, ça demande une gymnastique pour toi. Donc c'est bien de pouvoir le dire tout simplement puisqu'en fait, les gens ne peuvent pas savoir aussi, quoi. Ils n'ont pas idée, Ouais, ouais, ouais. ils ont pas quitté le territoire, ils peuvent pas vraiment savoir. Donc ça c'est assez intéressant, de le partager. Donc, tu sais, effectivement, la crainte de est-ce que je vais m'adapter? Et puis, effectivement, quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler et je suis dans une entreprise, je travaille pour un assureur et je suis dans une entreprise et c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi cette entreprise-là. Il y avait quand même l'aspect humain qui était important et je le vis au quotidien. Alors, toutes les choses qu'on m'a racontées se sont effacées, d'un coup. J'ai un environnement de travail où mes collègues sont très gentils avec Mmh. moi, m'ont facilité mon intégration. Dès que je suis arrivé, ils m'ont dit: «Ta réussite, c'est notre réussite, on va t'aider». J'ai eu avec moi des gens bienveillants, donc ça a vraiment apaisé un petit peu aussi mes craintes et je pense que, tu sais, dans la démarche de recherche d'emploi, quand on parle de valeur d'entreprise, c'est pas que du Mmh. papier là. Je pense que ça fait partie du choix. J'ai eu 2 opportunités, j'en ai refusé Ouais. une autre, parce que justement je sentais moins cette chose-là, donc
Si tu veux, ce que j'ai vécu en arrivant, ça a un peu balayé ces a priori négatifs qu'on m'avait donnés. Et puis, très sincèrement, moi, j'habite Lyon depuis 6 mois maintenant. Je prends le métro quasiment tous les jours. Je me balade, je sors le soir. Tout ce qu'on me raconte sur l'insécurité, des choses comme ça, je vis bien là. J'ai jamais vu un geste d'incivilité dans le métro en 6 mois là. Donc, effectivement, faut en prendre et en laisser là, dans ce qu'on entend là. Oui, puis après on est tous différents, donc les perceptions des uns, ne sont pas forcément celles des autres, donc bah, c'est super que tu aies sauté le pas et qu'aujourd'hui ça fait 6 mois que tu es rentré et que tout se passe bien, à tous les niveaux. Ce qui est cool aussi dans ce que tu dis, j'essaye de d'apporter un peu et de rebondir. Hem, c'est l'aspect, bah, en fait, tu as eu le choix dans ta recherche d'emploi et tu t'es tourné vers une Mmh mh. entreprise qui a des valeurs qui sont, peut-être Mmh. plus proches des tiennes. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est pour ça que j'insiste autant auprès des personnes que j'accompagne quand je dis: «Continuez, continuez, continuez vos démarches» parce qu'en effet, là, l'idée quand nous, en tout cas moi, dans les accompagnements que je fais, en dehors, vous faites comme vous voulez. Mais tu sais, je dis souvent, c'est bien de tant qu'à être en recherche d'emploi, autant s'offrir en fait, s'ouvrir à plusieurs opportunités pour avoir le choix. L'idée, c'est quand on fait une recherche d'emploi, c'est pas de prendre le premier truc qui vient, c'est de se mettre dans une situation qui est positive, qui va venir essayer de répondre à chacun de nos critères. Alors on va pas pouvoir peut-être tout, dans toutes les situations, venir tout cocher, mais on va essayer de se mettre dans une situation la plus positive possible, que ce soit, je sais pas moi, un aspect, de valeur par exemple, un aspect de salaire, un aspect de mission, un aspect de où est-ce qu'est mon entreprise elle est située, et cetera. Donc c'est assez, je sais que ça demande du travail de faire une recherche d'emploi, mais en tout cas ça paye et ça paye, pour toi, depuis l'étranger. Ouais. Donc ça t'a permis toi de te sécuriser à ton arrivée et ça c'est le meilleur quoi. Ouais, ouais, puis c'est vraiment ça. Parce qu'évidemment, il y a le projet. Quand on commence à avoir le projet, puis qu'on commence à avoir des entretiens qui tombent, des choses comme ça, on est excité là, puis on aurait envie là d'y aller Mmh. là. Mais je pense qu'effectivement, faut prendre ce moment de recul en disant: «Est-ce que je fais le bon choix là? Est-ce que c'est le bon, le bon travail?» Parce qu'après, les conséquences, si tu fais le mauvais choix, Mmh. Mmh. elles peuvent être quand même importantes là. Est-ce que tu te souviens de comment tu t'es sentie dans ta recherche d'emploi quand tu as fait ta recherche d'emploi? Est-ce que c'était plutôt facile? Est-ce que c'était challengeant? Est-ce que c'était, un peu, surprenant de voir comment ça fonctionne en France? C'est sûr que dans nos échanges, dans nos discussions, dans le travail qu'on a fait ensemble, je veux dire ton apport a été majeur parce que, bah, je savais plus faire un CV moi. Je donc en travaillant 22 ans dans la même Mmh. entreprise, quand je voulais changer d'emploi, j'allais Mmh. cogner à une porte. J'allais prendre un café avec quelqu'un, puis voilà. Donc il a fallu que j'apprenne à réapprenne à faire un CV, que je réapprenne à utiliser les bons mots dans mon CV, à personnaliser Mmh. et puis comprendre la stratégie aussi sur les réseaux sociaux. Très sincèrement, mon expérience a été, je m'attendais à ce que ce soit plus long. J'ai quand même eu des opportunités assez rapidement. Bon, c'est sûr que j'avais un parcours qui fait qu'il y a quand même des acquis là, donc peut être intéressant pour un employeur. Mais ça s'est fait, je dirais, relativement, rapidement. Ce qui m'a surpris un petit peu, c'est le nombre d'entretiens que j'ai dû passer. J'ai quand même passé 4 Et oui. entretiens, pour le job que j'ai pris et des entretiens d'1 heure et demie à chaque fois. Et donc, c'est puis encore une fois avec cet effort intellectuel d'essayer de trouver les Mmh. bons mots, puis de parler le même langage là, pour que mon Mmh. Mmh. interlocuteur me comprenne. Mais ça a été très rapide. Moi, ce qui m'a permis de trouver, c'est la stratégie Mmh. LinkedIn. Puis d'oser encore Mmh. une fois, c'est d'aller chercher des gens, d'aller rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît Mmh. pas, qui sont dans le même domaine et Mmh. c'est comme ça que ça a Mmh. popé en fait, hein. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ton âge? Parce que tu sais, on dit souvent que bon, bah, voilà, 50 Mmh. ans et plus, c'est un peu compliqué. Mmh. Comment toi tu l'as vécu, un peu ce sujet-là? Oui, c'est sûr que ça a été un sujet, c'est pour ça que la démarche de retour, était conditionnelle à l'obtention d'un emploi parce que je pouvais pas me mettre en danger, ça aurait été irréfléchi et trop dangereux de partir et puis d'arriver et dire: «Bon, bah, OK, maintenant qu'est-ce que je fais?» Oui, j'avais cette appréhension-là, mais voilà, avec les touches que j'ai eues, Mmh. Mmh. sincèrement, non, ça j'ai pas senti que c'était un frein. Après
c'est vrai que j'ai probablement fait, bénéficier d'un employeur qui a quand même une ouverture d'esprit parce qu'on a quand même fait les entrevues à 6 000 kilomètres par visio. Embaucher quelqu'un qui était sur un autre continent, c'est aussi un pari pour l'employeur, là. Donc je pense que les étoiles étaient alignées, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, nous, on fait l'accompagnement, tu trouves un emploi, quand tu étais encore au Canada, donc tu sais que tu as un emploi qui t'attend à Lyon. Comment tu vis après cette installation un peu plus logistique? Alors, bah, c'est sûr qu'il y avait une séparation qui était liée à ça, donc évidemment, il y a une vente d'a de après, moi, je me suis vraiment mis dans un mindset de: «Je repars à zéro». Donc tout ce qui est matériel, tout ça, c'est pas tellement des choses auxquelles je suis attaché, Mmh. c'est mes meubles, ma voiture, machin, c'est pas des choses qui vont me qui m'auraient manqué ou des choses comme ça, donc je suis vraiment parti avec l'essentiel, de mes affaires là et puis, heu, bah, en fait, j'ai utilisé mon réseau parce que dans la démarche, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais les démarches administratives sont quand même, c'est important, c'est pas à négliger. Les démarches pour Mmh. arriver, mais les démarches pour Mmh. partir aussi. Mmh. Parce que, par exemple, là, j'ai vendu mon appartement alors que j'étais déjà en France. Je suis passé chez le notaire. J'étais plus résident fiscal canadien, donc ça a un Mmh. impact Mmh. majeur sur la vente. Un notaire retient 38% de la vente, là, faut le savoir. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de démarches administratives. Bah, c'est d'être vraiment structuré dans ses affaires, d'être vraiment parce que tu as vite fait effectivement d'en Mmh. oublier, d'oublier des étapes. C'est ça, moi j'ai utilisé mon réseau. Tu sais, il a fallu que j'ouvre Mmh. un compte bancaire. Alors oui, un compte bancaire en France, depuis l'étranger, c'est la croix et la bannière. Donc, j'ai utilisé mon réseau, des gens que je connaissais en banque, au Canada, qui étaient rentrés en France, qui m'ont aidé, à ouvrir mes droits de sécurité sociale. J'avais l'opportunité d'avoir une amie qui travaillait à la CPAM, donc, on est passé en direct, pour, essayer de que j'ai les bons interlocuteurs. Et puis un appartement pareil, l'appartement que j'ai trouvé à Lyon, c'était par le réseau de ma sœur et cetera. Donc, utiliser le réseau, même si après 27 ans, c'est il se compte sur les doigts de la main, il peut toujours être utile. C'est vraiment ça, là. Donc bien se structurer dans toutes ces démarches. Heu, je pense que tu vois effectivement de prendre un appart en location au début en arrivant et pas acheter tout Mmh. de suite, je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet de régler tout le reste et puis après, Mmh. m'installer un peu plus en profondeur, un peu plus tard parce que tout d'un coup, Mmh. c'est Mmh. beaucoup. Donc je rebondis par rapport à ce que tu dis pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes dans la préparation de votre retour en France et que vous avez besoin de soutien par rapport à vos démarches administratives notamment et tout cet aspect logistique, vous pouvez rejoindre le kit du retour en France qui vient répondre à toutes vos questions et à travers lequel vous pouvez aussi rejoindre la communauté d'entraide avec une rencontre par mois avec des pairs d'autres personnes qui, comme vous, sont en train de se préparer et on se prépare tous ensemble pour réussir votre projet de retour. OK, donc de ce que je vois, tout était plutôt fluide. Une fois que tu as trouvé ton travail, tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que tu es rentré, que tu es en France. Donc les enfants sont à l'étranger, dans le pays où ils sont nés finalement, dans leur pays à eux. Mmh. Parle-nous un petit peu de comment toi tu vis les choses et comment tu gères cette distance avec tes enfants? Ouais. C'est sûr que ça a été une grosse évidemment, une grosse part de toute la réflexion et une part importante à considérer dans la décision. Et mon fils qui a 24 ans, lui, bon, il est indépendant depuis ses 19 ans. Il a son appart, il fait ses études, et lui, il savait, dans les discussions que j'ai eues avec lui, il me l'a dit: «Je savais que ton projet, Mmh. c'était de rentrer à la retraite. Bon, bah, c'est juste un petit peu plus tôt». Donc c'est sûr que, bon, évidemment, il y a l'aspect émotionnel qui est important des 2 côtés. Mais je veux dire, c'était pas complètement, une Mmh. surprise et Mmh. illogique pour lui. Heu et puis, à 24 ans, il a la maturité et le recul pour comprendre la chose. C'est sûr que ma fille de 11 ans, c'est un petit peu différent. Ce que j'ai fait, évidemment dans la préparation, c'est que je me suis fait accompagner par une Mmh. thérapeute, pour comprendre pourquoi je faisais ce Mmh. choix-là, quelles étaient mes motivations, quelle était la raison profonde et quel était l'impact sur moi, l'impact sur les autres et quels étaient aussi, les deuils que j'allais Mmh. devoir faire. Parce que oui, on vit des deuils effectivement. Donc ça m'a permis
dans la douleur de cet éloignement parce que faut pas se cacher, hein, je cache pas que le la première semaine, je suis arrivé, j'avais pas commencé à travailler, j'étais en boule dans mon lit le soir en me couchant là. Mmh. Humainement, c'est difficile. Mais ça permet effectivement de vivre la chose de façon plus pas sereine, mais moins douloureuse en fait. Parce que on sait que la décision elle a été prise sur des bonnes Mmh. bases, qu'elle est réfléchie. Oui, il y a un impact, puis après avec la thérapeute, j'ai travaillé comment, justement, gérer cet impact-là sur notamment, ma fille et beh, évidemment en gardant un Mmh. contact récurrent. Évidemment avec la Mmh. technologie, on a la possibilité de se parler très, très facilement. Même le soir avant de me Mmh. coucher, quand elle rentre de l'école, il est 11h minuit, ben, je Mmh. peux lui parler. Hem, de garder ce contact-là et des petites choses, par exemple, j'ai mon appart ici, j'ai une deuxième chambre qui est décorée pour Mmh. elle et quand elle est venue, elle a vu que et la thérapeute me disait: «C'est très important parce qu'il y a évidemment un sentiment d'abandon, de la part de l'enfant. C'est très important pour l'enfant de comprendre qu'il y a une place Mmh. pour elle. C'est chez elle aussi si elle veut. Donc psychologiquement, ça aide beaucoup, tu sais, de partir avec un toutou, Mmh. OK, je te donne un objet important, tu me donnes un objet important et puis on le garde chacun de notre côté. Donc ça aide, effectivement, ça aide à passer le cap et puis, après, bah, c'est évidemment garder un contact. Elle est venue au mois de mars pendant la période de relâche canadienne. Elle est venue en France une semaine. Heu, on est allé chez Euro Disney ensemble, moi, je suis parti en avril à Montréal parce que mes 2 enfants sont nés en avril, donc pour leur Mmh. anniversaire, j'étais à Montréal pendant une Mmh. semaine. Elle revient pour les vacances en juillet, on va passer du temps ensemble en juillet, donc c'est en fait et puis avec le travail avec le thérapeute, c'était aussi de s'assurer qu'on a des échéances connues. Parce que ça rassure un enfant, ça le rassure de dire: «Bah, OK, on se verra pas pendant tant de semaines, mais telle date, on va se voir». Donc elle sait qu'elle a une échéance et qu'elle reste pas dans le Mmh. néant à se dire: «Bah, quand est-ce que je vais revoir mon papa là?» C'est très important donc la démarche d'accompagnement, je pense qu'elle est, en tout cas si je peux témoigner de ça, elle est primordiale. C'est assez honorable de demander de l'aide parce que c'est pas toujours évident, surtout sur des sujets comme ça et puis, en fait, quand moi je pense à un peu une situation comme ce que tu décris, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de culpabilité, une certaine culpabilité de prendre cette décision. Donc Oui, j'imagine que tu peux essayer en tout cas de d'atténuer en fait cette culpabilité que tu as pu ou que tu peux avoir d'avoir pris cette décision par rapport en effet aux autres parce qu'il y a pas que soi et la façon dont tu fais un choix qui peut impacter l'autre. Donc c'est bien d'avoir pu en discuter en tout cas. ouais, Est-ce que cet accompagnement, tu l'avais commencé avant d'être rentrée? Vraiment depuis ta prise de décision en fait? oui. Oh oui, oui. Oui, parce que c'est ça, ça venait aussi, tu sais, mettre bien les fondations de pourquoi je pars. C'était important pour moi de m'assurer que je faisais la démarche et que je faisais la démarche pour les bonnes raisons. Donc oui, c'était Est-ce important. que tu te souviens quand tu as dit à ta fille: «Ben, j'ai le besoin et l'envie et le projet de rentrer en France», est-ce que tu te souviens de sa réaction ou peut-être de ses mots? Hem et c'était difficile parce que, ouais, c'était lié à la séparation Mmh. aussi, avec Mmh. sa maman. Je pense que c'était important en fait, c'était important pour moi de la rassurer qu'elle n'avait pas de c'était pas de sa Mmh. faute. Mmh. Parce que l'enfant peut vite avoir un sentiment de culpabilité en se disant, «Oh là Mmh. là, mais mon papa il s'en va, qu'est-ce que Mmh. j'ai fait?» Donc c'était important effectivement, puis le travail avec la thérapeute m'a aidé aussi là-dessus, à la rassurer en disant: Ça n'a rien à voir avec toi, je suis toujours ton Mmh. papa, on va se voir Mmh. régulièrement» et cetera. Le moment était difficile, mais c'est de s'assurer effectivement de trouver les bons mots. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, elle s'est posé la question de bon, j'imagine que c'est un sujet un peu délicat et qu'on ne devrait pas avoir à se poser cette question en tant qu'enfant, mais de: «Est-ce que je reste avec maman ou est-ce que je vais avec papa?» Ou c'était clair pour elle de rester dans son pays où elle est née? C'était clair pour elle de rester dans son pays où elle est née. Même si, elle, bah, puis en même temps 11 ans, c'est son Mmh. environnement, c'est ses copains, l'école, Mmh. sa vie, c'est ça. Donc, elle avait pas non, elle avait pas ce sentiment de se dire: «Bah, peut-être que je vais laisser tout ça, pour ça». Non, c'est vraiment,
le changement est une étape pour tout le monde, mais je pense pour un Ouais, enfant encore ouais. plus. Non, puis ça l'a sécurisé effectivement d'avoir son environnement. Non, elle s'est pas posé cette question. Et j'imagine que quand elle vient te voir en France, elle prend, tu sais, les billets accompagnés là? Ou il y a quelqu'un qui fait le trajet avec elle? Et les fois où elle est venue, bah, sa mère a eu la chance d'avoir parce que sa mère est originaire de Lyon aussi, donc elle a de la famille à Lyon aussi. Donc elle a eu la chance de pouvoir venir avec sa mère. Donc sa mère voit sa famille, puis je passe du temps avec ma fille, hein, donc mais oui, les voyages, en UM, je les fais beaucoup avec mon fils quand j'étais à Montréal et lui partait, souvent il est parti un mois tout seul, chez les grands-parents là. Ah, ça a permis, dans cette expérience-là de lui garder, même si on habitait à l'étranger, de Mmh. lui garder cette double Mmh. culture là, comprendre d'où il vient aussi. Donc j'imagine qu'avec tout ça, finalement, tu vis en France, mais tu gardes quand même un lien fort avec ton pays d'accueil, quoi qu'il arrive. Pour le coup, tu sais, tu as des familles qui, après, quittent leur pays d'accueil, rentrent en France. Il nous reste quelques amis, forcément, on a des souvenirs du pays d'accueil, mais bon, là, toi, en ayant vraiment tes enfants, en y retournant régulièrement, tu gardes quand même des liens forts avec ton pays d'accueil. Et ça aide aussi dans la transition de se dire, bah, en fait, c'est pas fini, je sais que cette, relation, je vais continuer à la faire vivre pour toujours être en lien, si je le souhaite en tout cas, avec, la culture de mon pays d'accueil, avec, peut-être mes habitudes d'avant et cetera. Oui, parce que c'est pas un rejet du Canada, hein, je veux dire, c'est la moitié de ma vie. Je peux pas rejeter la moitié de ma vie. Et j'ai tellement bénéficié de cette culture-là, de cet pays-là, de cet environnement, que ce soit professionnellement, que ce soit humainement, que non, non, jamais de la vie je balayerai ça, ça fait partie de moi. Je suis même si pendant 27 ans, j'étais le Français qui travaillait au Québec et au fond de moi, j'ai la je me donne la légitimité d'être 50-50. Et donc là, ça fait 6 mois que tu es rentré, comment tu te sens? Bah, écoute, 6 mois, ouais, ça fait 6 mois, bah, écoute, moi, l'objectif au début quand je suis arrivé, c'était vraiment de professionnellement de poser mes bases là, donc c'est pour ça que j'ai pris un appart, puis je m'occuperai d'acheter quelque chose plus tard là. Donc ça va bien. Comme je te disais, j'ai fait face à une entreprise là qui m'a accueilli à bras ouverts, des collègues très bienveillants. Donc ça se passe bien. C'est sûr que des fois, il y a le côté français un petit peu Mmh. râleur. On fait une Mmh. réunion, puis après on en parle, et puis machin. Donc bon, ça je le prends avec sourire. Mais je pense que euh, la clé, je pense, pour se sentir bien, c'est vraiment d'être, encore une fois, d'être dans un mode d'état d'esprit de découverte, et de dire: «Oui, j'ai du bagage, je peux vous apporter quelque chose, mais venez le chercher». Tu sais, je vais pas m'imposer en disant: «Non, mais tassez-vous là, je sais Mmh. faire là». Non, si est-ce que je peux vous aider? Je faisais ça dans mon environnement, donc d'apporter sa touche personnelle, mais de l'apporter de façon, je te dirais, Mmh. subtile et puis, bienveillante là. Parce que, encore une fois, comme je disais, c'est que les gens avec qui on peut travailler sont dans un environnement où ils ont travaillé dans le même env tu sais, ils ont Mmh. jamais vécu un Mmh. déracinement, ils n'ont Mmh. jamais une double culture. Donc et ça nous apporte, vraiment une capacité d'adaptation, capacité de comprendre les choses, de respect. Les gens n'ont pas nécessairement. C'est important de comprendre que ce bagage-là, on l'a, on peut s'en servir, mais faut l'amener de façon, je dirais, progressive. Et quel regard tu portes sur, le chemin parcouru et sur cette décision que tu as prise? Le chemin parcouru depuis les 6 derniers mois, comme j'étais bien préparé, je pense, c'est la clé. Comme j'étais bien préparé, ça s'est bien passé. C'est sûr que bon, je suis peut-être encore dans ma lune de miel après 6 mois, hein, mais voilà, je suis venu rechercher ce qui me manquait, un peu cet art de vivre, j'habite dans le magnifique quartier de la Croix-Rousse à Lyon, et c'est un quartier qui est vivant. Mmh. Et puis là, l'été arrive, ça fait du bien. Puis j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis rentré, et avec la facilité et de voyager en France avec le train. J'étais à Paris, j'étais à Lille, j'étais à Rouen. J'ai voyagé et ça, c'est quelque chose de très, très agréable, hein. Je me souviens quand on était à Montréal, une fois que tu as fait New York et Boston en voiture, bah, après, il faut que tu prennes l'avion, quoi.
et c'est lent, c'est comme venir en Europe. Donc il y a cette, voilà, puis enfin et puis très sincèrement, je vais être chauvin, mais je vais au resto puis je mange bien. Mmh. Donc ouais, c'est ça. Donc le regard, c'est vraiment, facile. J'ai réutilisé, hein, évidemment le réseau d'amis qui me restait après 27 ans, des gens que j'ai repris contact. Puis après le défi dans les mois à venir, effectivement, c'est d'étendre un petit peu le réseau et puis de rencontrer de nouvelles personnes et voilà. Et le regard est très positif sur, effectivement les 6 derniers mois. En tout cas, félicitations parce que ça a dû être une décision qui n'est pas simple. Enfin, là, dans ta Mmh. situation, c'est quand même, pas évident de dire: «OK, bah, je rentre», mais en fait, quand on mène bien les choses, ça peut bien se passer et ça peut être positif. Ouais, puis je pense qu'il faut, encore une fois, comme je l'avais préparé, réfléchi, je suis confortable Mmh, dans ma mmh. décision, même si elle est difficile, même s'il y a un impact sur les gens. Et il y a un impact aussi que j'avais pas nécessairement vu venir, où évidemment tu comprends que quand tu quittes un pays, puis tu laisses tes enfants dans tes pays, tu peux faire face à du jugement. J'ai eu effectivement des gens qui ont coupé les ponts avec moi en se disant: «Bah, je comprends pas ta décision, je n'adhère pas». Donc ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Après, à contrario, j'ai d'autres personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont dit: «C'est extrêmement Mmh, courageux ce mmh, que tu fais». J'ai même, je me souviens, ma boss à Montréal, elle m'a dit: «Ce que tu es en train de montrer à tes enfants, tu es en train de leur montrer, c'est quoi le courage». mmh. Donc C'est voilà. pour ça que moi, je voulais qu'on puisse en discuter ensemble parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui me sollicitent dans la communauté qui sont dans cette situation et qui, eux, sont, tu vois, peut-être au démarrage et qui n'ont pas forcément ces informations. Donc, je trouvais que c'était chouette. En tout cas, merci d'avoir osé en parler. Mmh. Merci de nous avoir raconté ton histoire, ton parcours, la façon dont tu as mené les choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui est en train de réfléchir à un projet de retour en France ou qui est dans l'action de rentrer? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Leur dire, déjà prendre des forces pour les démarches, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas une légende. Comme je disais, les démarches pour arriver, mais les démarches pour partir aussi. Parce que bon, au Québec, c'est parce que si les gens viennent du Canada, ils ont la chance d'avoir 2 paliers de gouvernement, donc c'est deux fois les démarches. Hem, c'est vraiment, utiliser le réseau et honnêtement, moi, je te dis, moi, j'avais 4-5 personnes, puis les 4-5 personnes m'ont aidé, là. Donc oser. Je pense qu'effectivement dans une recherche d'emploi, tu sais, moi, j'ai fait du Mmh. forcing sur LinkedIn, puis c'est ça qui a payé. Donc faut oser. Et comme je disais un petit peu plus tôt, pas penser que ton vécu est un atout, pour les gens qui n'ont jamais voyagé ou qui s'y intéresseraient pas. Je pense que en fait, c'est la même démarche que quand tu pars à l'étranger. Enfin, c'est d'être ouvert d'esprit, curieux et de se dire: «Ben, OK, ça peut s'il y a des choses qui peuvent marcher, Mmh. d'autres qui peuvent ne pas marcher, donc s'y attendre, Mmh. là, voilà». Mais la curiosité, l'ouverture d'esprit, tu sais, moi, c'était un deuxième déracinement. En tout cas, félicitations pour ton parcours, pour tout ce que tu as réussi à mettre en place, ben, pendant cette dernière année, depuis la prise de décision de rentrer jusqu'à ton installation et dans l'après, encore aujourd'hui. Donc vraiment bravo pour tout ça. Merci pour ton temps, ton témoignage et pour toutes les personnes de la communauté, si vous avez besoin d'aide pour votre recherche d'emploi, par exemple, comme, l'a fait Philippe, contactez-moi et je serai ravie de pouvoir vous aider à décrocher un emploi avant de rentrer si vous êtes encore à l'étranger ou à décrocher un emploi, bah, voilà, sur le territoire français si vous êtes déjà installé en France. Et puis pour toute la partie préparation du retour en France, je vous invite à rejoindre le Kit du retour en France qui vous aidera à structurer votre projet et à passer à l'action pour des démarches réussies. Un grand merci et je suis ravie de vous retrouver dans un prochain épisode. À bientôt. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France.
À bientôt.